retrouve à nouveau pour 52 minutes de partage et d'échange. Prenez donc confortablement place. Le menu de ce jeudi est bien alléchant. Vous avez certainement entendu parler ou observé cette nouvelle tendance qui veut que des mariages somptueux et onéreux soient organisés juste pour le buzz sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui explique une telle tendance, une telle trouvaille? On en parle dans quelques minutes. Et puis, côté jardin, nous allons apprendre à cultiver un des légumes les plus concentrés en bêta-carotène, la carotte. Sortez donc vos gants et votre truelle, on va jardiner. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Eman, bonjour Bruno. Bruno Soali, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Axel, bonjour Herman, salut Rebecca. Salut. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Axel. Oui coucou. Mylène, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Rebecca, bonjour à toutes et à tous. La pleine forme, hein? Tout à fait. C'est oui. clair, c'est Ouais, une ça nouvelle va, ça année. va. Nouvelle on a année, été nouvelle bien boostés, énergie, oui. on Nouvelle démarre à ambition, pied au plancher, nouveaux ça va. objectifs, bien sûr. Alors, celui que Ariane nous propose ce midi est un professionnel de l'image. Il est capable de réaliser des prises de vue dans les domaines de la mode, du paysage, de l'actualité politique et sportive, ce qui lui a d'ailleurs valu le prix du meilleur photographe de l'année 2020. Fréjus Fiossi, on le découvre. Il faut dire que la photographie, à la base, c'est une passion pour moi. C'est une passion parce que je me rappelle depuis que j'étais au secondaire, toutes les fois où il y avait des activités culturelles dans l'établissement, je m'arrangeais pour trouver un appareil photo. En ce temps, c'était pas forcément un appareil photo professionnel, mais avec lequel j'allais prendre mes collègues, mes camarades en photo. Tout le temps où il y avait des activités, mon problème c'est comment trouver un appareil photo, prendre mes collègues en photo. Je le faisais avec passion, je ne savais même pas qu'un jour réellement j'allais pouvoir exercer ce métier. J'ai eu mon premier emploi dans un des médias privés de la place où j'ai exercé un bon moment. J'ai même été promu chef de la cellule prise de vue de la télévision. J'ai exercé pendant un bon moment. Mais j'avais toujours l'œil sur la photographie qui était une passion pour moi. Donc même quand je faisais la caméra sur le média, je me suis arrangé pour m'acheter un appareil photo professionnel. Donc même quand j'allais sur des reportages, j'avais mon appareil photo en deux poses. Je m'arrangeais quand même pour prendre des photos de ces reportages. Ces photos qu'après j'essaie de faire des reportages photos sur mes plateformes numériques. Du coup, de jour en jour, je commence par être plus connu de ce côté. Les gens commençaient pas à apprécier tout ce que je faisais du côté de la photographie. Je commençais même pas à être sollicité. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, puisque c'est une passion, et j'ai commencé par me faire un ordre. J'ai dit, bon, pourquoi pas? J'ai démissionné de l'autre côté pour me consacrer entièrement à la photographie, ce que je fais depuis un bon moment maintenant. Je ne peux pas dire que cette vie de salarié me manque parce que depuis que j'ai quitté, j'ai démissionné de l'autre côté pour me consacrer entièrement à cette passion. Je vis bien. Et tout ce que j'ai eu à réaliser, je l'ai réalisé grâce à la photographie aujourd'hui. C'est vrai, je ne suis pas encore riche et tout, mais quand même, j'essaie de survivre avec. Les smartphones ont concurrencé un bon moment ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, les gens ont compris. Parce que la différence entre ce que nous produisons comme qualité d'image n'est pas comparable à ceux des smartphones. La photographie que moi je fais, je me suis basé plus sur la culture et le sport. Donc je suis plus dans le domaine culturel et sportif. Donc j'aime aller prendre les lieux touristiques du Bénin, vendre le Bénin touristique. Avec 0 francs, pour moi,
je ne crois pas parce que dans mon domaine, la photographie, pour être professionnel, il faut du matériel professionnel. Et le matériel professionnel, ça coûte vraiment cher. Du coup, dire que me lancer à 0 francs, comment avoir le matériel si je n'ai pas un peu d'argent? Donc moi, je ne me suis pas lancé à 0 francs parce que mon premier appareil photo que j'ai acheté, je l'ai acheté, ça m'a coûté cher. C'est vrai que c'est mes économies que je faisais quand j'étais salarié. C'est ces économies qui m'ont permis de m'acheter cet appareil photo. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé réellement cette passion que j'exerce aujourd'hui. Donc je ne peux pas dire que moi j'ai commencé à 0 francs, je n'ai pas commencé à 0 francs. Alors, Fréjus Fiossi, qu'il connaît ici, tout le Tout le monde. C'est On l'a déjà vu au moins une fois. particulièrement, C'est un confrère. nous savons tous que c'est un passionné, Herman. Tout à fait. Oui, c'est un très grand passionné, Fréjus aussi. Moi, je l'ai d'abord connu en tant que cadreur d'une chaîne privée. Il a d'ailleurs même été promu chef de la section cadrage. Et ce qu'il dit, en fait, je l'ai vécu. Parce que quand on voyait Fréjus sur le terrain, il prend un peu d'image. Avec la caméra, c'est qu'il se saisit de son appareil photo. Il a son appareil photo qui est en bandoulière et il se met à faire des photos. Donc, un coup, les images, un coup, la photographie, un coup, les vidéos, un coup, la photographie. Donc, à un moment donné, il a fait son choix et voilà, il excelle dans son domaine aujourd'hui qui est la photographie. On le voit plus dans le sport et dans la culture. Plusieurs fois déjà, il a déjà photographié des matchs des écureuils du Bénin, les activités du ministère des Sports, du ministère du Tourisme également, où il photographie les sites touristiques du Bénin. Et récemment, il a été nominé lors des Radio Tokpa Awards. Il a été récompensé. Il a reçu le prix du meilleur photographe de l'année. Photojournaliste. Enfin, photojournaliste, photographe de l'année, parce qu'il y a des nuances à faire. Il y a des photographes événementiels, il y a des photojournalistes. Lui, il est plus photojournaliste parce que voilà, c'est dans le but d'informer, c'est dans le but de mettre en valeur. Alors, Rebecca, pour pouvoir perdurer dans ce métier, il faut pouvoir être inventif et créatif. Créatif, tout à fait. Donc, Fréjus, il est créatif. Parce que moi, je l'ai connu, c'est comme Herman, il était cadreur. Quelques années plus tard, je le retrouve sur le terrain en tant que photographe. À trimballer sa caméra. Vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, dans le milieu journalistique, on ne peut plus parler de Fréjus Fiossi sans le connaître. Oui, je vais dans le même sens que Rebecca, il est créatif, il innove beaucoup. On le voit presque sur tous les fronts, surtout lors des matchs. Il vous fait de très belles vues, de très belles photos. Il m'en a fait et honnêtement, je lui tire un grand chapeau. Tu t'es retrouvé. Hein. Ah ouais, j'étais très beau. Hein. Dans la photo, on passe. Bon, en fait, D'accord. Il faut pouvoir certainement mettre à l'aise son sujet, surtout quand c'est une personne. Oui, ce que j'aime chez Fréjus, c'est sa capacité à avoir abandonné son boulot. Herman l'a rappelé, il était dans une chaîne privée où il opérait. Donc après, il abandonne son boulot pour se lancer lui-même. Et c'est en fait, c'est la partie la plus difficile en fait, parce que quand vous avez un emploi avec un salaire régulier, mensuel qui arrive et que vous devez stopper ça du jour au lendemain pour vous lancer dans l'inconnu avec un peu de doute parfois, pas forcément la sécurité, l'assurance de pouvoir réussir. Il a dit, vous prenez vos économies pour investir dans l'achat d'un appareil photo dont vous ne savez même pas si on va vous le voler d'ici là, si vous allez le perdre, s'il va se gâter, si ce dans quoi vous lancez va marcher. Il faut vraiment beaucoup de courage et il l'a fait. Et au début, c'est la passion. Si vous connaissez Fréjus et son histoire, c'est qu'au début, vous faites les choses à 0 francs parce que vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'être connu. Donc, au début, vous faites beaucoup plus du bénévolat. Ce sont des moments vraiment difficiles. Donc, vous vous lancez sur les événements, vous êtes obligé de négocier pour être sur des voyages, pour aller faire pour aller couvrir des événements à 0 francs. Et après, vous faites, ça prend, on vous reconnaît par la qualité de votre travail. Et donc, ça devient un déclic. Et aujourd'hui, aussi jeune qu'il soit, il a déjà à son actif une Coupe d'Afrique des Nations. Il était en Égypte il y a 2 ans, il y a bientôt 2 ans pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est des événements, quand vous les couvrez, ça change forcément quelque chose dans votre manière de faire parce que vous allez côtoyer d'autres photojournalistes marocains, sud-africains, etc. Et forcément, c'est des contacts qui se créent. Aujourd'hui, l'équipe nationale ne voyage pas sans lui pratiquement. Donc, c'est dire comment son ascension a été vraiment fulgurante. Et on lui souhaite bon vent encore.
Herman? Oui, et surtout, c'est qu'il est en train de prospérer dans un domaine qui n'est pas encore, je vais dire, dont les mérites ne sont pas encore reconnus à leur juste valeur, en tout cas chez nous. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, OK, je te fais un shooting photo à 100 000 francs, il vous dit, mais je ne comprends pas. C'est trop... Mais il ne comprend pas en fait comment il peut faire un shooting photo à 100 000 francs. Pour lui, c'est surnaturel, pour lui, c'est extraordinaire, pour lui, c'est incompréhensible. C'est absurde en fait. C'est qu'on doit rester à l'ancienne, c'est 500 francs. C'est-à-dire dans l'autre studio où on peut dessiner un avion, vous poser à côté, et puis bon, voilà. En fait, c'est ça. Ou un poster. Alors qu'aujourd'hui, le shooting photo, vous voyez les gens, ça a évolué. Les gens ont atteint un autre niveau. Vous avez vu, dans son studio, il y a des lumières qui coûtent super cher. Et aujourd'hui, un appareil photo professionnel qui peut faire le job aujourd'hui, qui peut vous permettre d'être concurrentiel sur le marché, il faut prévoir 4 000 à 5 000 euros. Donc, vous faites 4 000, 5 000 euros en francs CFA. Vous voyez déjà ce que ça donne. C'est que vous êtes déjà dans les 3-4 millions de francs CFA au moins. Au moins. Il faut avoir un ordinateur, il faut avoir les logiciels de traitement, tout ça. Bref, c'est que c'est énormément d'investissement. Et aujourd'hui, c'est qu'il est en train d'exceller petit à petit, petitement. Lorsque vous allez atteindre un niveau donné, c'est que la photographie, c'est à ce moment vous commencez par jouir vraiment du fruit de votre labeur. Et en ce moment précis, j'ai une pensée pieuse pour un compatriote qui nous a quittés. Il y a un moment quand même qui était un excellent photographe et un très grand photographe, Nabil Kenom, qui a, on va dire quoi, bourlingué dans le monde entier. Il a fait des photos pour des stars, Lil Wayne, Nicki Minaj, bref, de grandes vedettes. Aujourd'hui, moi j'ai une puce pensée pour lui. Et je dis à Fréjus de continuer par faire ce qu'il fait déjà, certainement que les portes du succès sont déjà toutes proches. Alors, on vous propose à nouveau des conseils de quoi vous booster des idées de notre cher coach Massime Victor. Suivant. Quatrième stratégie pour passer à travers les moments difficiles, il faut que tu fasses un power move. J'en ai parlé dans ma vidéo, les 60 conseils pour booster ton année. Si tu ne l'as pas encore vu, va la visionner, tu vas voir, ça va te propulser littéralement. Le point que je veux apporter, quand tu vois que tu passes à travers une période de contraction, tu dois sortir de là en faisant quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Exemple, va voir un influenceur. Tu sais, maintenant, c'est la tendance. Des personnes qui ont une grosse base de données sur leur plateforme. Cela peut être sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur YouTube. Va voir ces gens-là. Avec le peu d'argent que tu as, donne-leur. En échange, tu leur dis, consomme mon produit, consomme mes services et parle-en à ta base de données. S'il faut, je vais même te donner une commission sur les ventes. C'est ça un power move, c'est de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Si tu n'as jamais fait de vidéo, peut-être que c'est le moment de montrer ton expertise à travers une vidéo. Peut-être aussi que c'est le moment d'écrire un article, de l'envoyer à une compagnie, à un magazine qui pourrait parler de toi. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. C'est ça un power move. Un power move crée de la nouveauté et la nouveauté crée de la publicité qui va attirer ta clientèle, qui te permettra de sortir de ces moments difficiles. Il faut pouvoir sortir de sa zone de confort, Rebecca. Tout à fait. Si possible, rédiger des articles, aller vers des influenceurs, des influenceuses. Il le faut parfois. Bruno? Oui, il le faut parfois, rédiger des articles, sortir de sa zone de confort. Une fois encore, c'est forcément pas facile de quitter sa zone de confort qui vous donnait une certaine assurance et d'aller faire des choses peut-être que vous n'avez jamais essayé. C'est surtout là. Est-ce qu'en réalité, c'est vraiment une zone de confort puisqu'on n'en sort presque jamais? Oui, c'est relatif. Il faut pouvoir en sortir pour pouvoir dire ce qu'il y a à l'extérieur ou ce que j'ai essayé n'est pas bien pour moi. Non, c'est relatif. Il y en a, la zone de confort, il n'y a pas un baromètre. Ça va d'un individu à l'autre, en fait. Donc, c'est relatif. Ce qui n'est pas pour vous une zone de confort peut être pour quelqu'un d'autre un paradis même. Donc, c'est relatif, en fait. Herman? Mais vous savez, vous parlez tout à l'heure des influenceurs et moi, particulièrement ce volet m'intéresse. Et c'est que de plus en plus des entrepreneurs ont compris. Parce qu'il y a ces personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, ce sont des gens qui ont une autorité certaine. Parce qu'elles sont, ces personnes évidemment, suivies. Sont suivies par des milliers de followers. Vous avez un individu quelconque qui a 300 000, 500 000 abonnés sur son compte peut-être Instagram, sur son compte Facebook et sur son compte Twitter par exemple. Et lorsque ces personnes-là forcément posent avec votre article, c'est que vous avez plus de chances de toucher plus de personnes. Ouais. Donc, si vous prenez une personne X qui est entrepreneur, commercialise peut-être des chaussures,
et un individu Y qui est une personnalité pour la communauté, on va dire, numérique, et cette personne pose avec les chaussures de l'entrepreneur, vous voyez tout le monde que cette personne-là a déjà impacté. On va dire, tiens, ces chaussures, je l'ai vu, tel l'a porté la dernière fois, ça doit être du lourd. Tel l'a porté la dernière fois, ça doit être du lourd. Donc, progressivement, vous touchez déjà la communauté que cette personne-là influence. Et c'est en cela qu'on appelle ces personnes-là des influenceurs. Je trouve aujourd'hui qu'on ne devrait pas être complexé de se rapprocher de cette personne quand on est entrepreneur pour que ces personnes puissent participer de votre essor. Alors, on découvre ensemble le métier de web designer. C'est celui-là qui conçoit et réalise l'identité visuelle d'un site internet. Il allie donc savoir-faire technique et compétences créatives. Rebecca, qui peut être web designer? Tu l'as si bien introduit que je demande, j'invite les téléspectateurs à suivre cet élément. Le web designer, c'est la personne chargée de la conception graphique d'un site web. Son travail consiste à produire les différentes maquettes des pages du site web. On peut à cet effet le considérer comme l'architecte des sites web. Pour devenir web designer, il faut avoir un diplôme dans les métiers du multimédia, de l'informatique, du design numérique. Il faut également avoir de solides compétences en architecture de l'information, en graphisme et en culture générale. Le web designer, c'est la personne capable de produire des sites web simples, faciles à comprendre, attractifs et beaux. À présent, je vais vous donner quelques qualités. Qu'est-ce qui fait sourire, Mimi? Non, c'est un métier qui m'a toujours intéressé. Non, c'est Bruno. C'est moi qui l'a fait sourire. Là où elle a mis la voix, il faudra bien qu'elle nous le dise. En tout cas, juste après la chronique. Ouais. Alors, je vous donne quelques qualités d'un web designer. D'abord, il faut être organisé. Dans tous les domaines, l'organisation et la planification des différents projets sont importantes. Et c'est aussi le cas chez le web designer. Ensuite, vous devez être aussi créatif. Oui, on l'a dit tout à l'heure. L'originalité, la création, l'innovation dans tout ce que vous faites vous démarque forcément des autres. Ensuite, savoir évoluer avec son environnement. Le web designer doit sans cesse montrer en compétence. C'est sûrement l'un des facteurs les plus importants pour accroître sa réussite. Et le plus important, rester soi-même. Oui, pour pouvoir être naturel. Pour pouvoir être naturel, être vrai, on peut s'inspirer de l'expérience des autres, on peut s'inspirer de ce que les autres font, mais jamais dit je fais exactement, je fais du copier-coller. Non, il faut amener sa touche, il faut être créatif, il faut être soi-même et vous allez voir, vous allez péter dans tous les sens. Vous allez péter dans tous les sens. Exploser, c'est pas mieux. Si vous voulez. Si vous voulez. Non, si vous le faites dans tous les sens ici. Non, c'est pas péter dans ce sens. Il vaut mieux qu'on boucle l'émission et qu'on quitte ici. C'est pas péter dans ce sens-là. Ensuite, savoir travailler en équipe. Il est important chez un web designer de partager et présenter son travail avant de livrer. C'est comme les journalistes. Quand vous avez un papier, il faut toujours demander à son collègue de jeter un coup d'œil. C'est toujours important d'avoir l'avis de celui ou celle qui est à côté de vous. C'est important. Ensuite, acquérir de l'expérience. Votre succès en tant qu'entreprise dépend de l'expérience de votre web designer. Elle compte parfois plus que les qualifications. Respecter les contraintes et aussi être pluridisciplinaire. Donc voilà, si vous désirez être web designer, voilà les qualités pour être un bon web designer. Des qualités qu'on peut développer avec le temps, hein, oui. Même en s'y mettant déjà. Tout à fait, des qualités qu'on peut développer. Il suffit de se mettre au travail. Oui, vous savez, aujourd'hui, au-delà de l'aspect marketing, de tout ce qu'on fait dans le sens pour
vendre son produit, il y a également que vous devriez avoir un visage numérique. Et le visage numérique, c'est déjà via votre page Facebook, enfin votre présence sur les réseaux sociaux, mais également sur votre site web. Lorsque vous êtes une entreprise sérieuse, c'est que vous avez un site web. Et quand on consulte votre site web et il n'est pas attrayant, ça peut déjà repousser le client. Donc déjà l'interface, tout et tout, il faut bien organiser. Qui sommes-nous? Que proposons-nous? Quels services proposons-nous? C'est-à-dire que celui-là même qui est un analphabète du 21e siècle, c'est-à-dire qui ne s'y connaît pas en numérique, lorsqu'il tape il tape votre site web et que l'interface vient, c'est-à-dire il doit être en mesure, sans l'aide de personne, de pouvoir se retrouver de façon intuitive parce que tout est bien structuré, les couleurs sont bien harmonisées. Moi, par exemple, si je viens sur votre site web, c'est vrai, vous voulez mettre en valeur le drapeau du Bénin vert, jaune, rouge. Je suis d'accord. C'est de, comment appelle-t-on? C'est du chauvinisme. Je suis OK. Mais si les couleurs ne sont pas bien agencées et que je dois trouver du vert par ici, du jaune par là et que ça doit être une catastrophe visuelle, c'est que forcément, je clique sur l'onglet rouge qui est à l'extrémité droite, je ferme et je continue mon chemin. Donc, dans l'harmonie des couleurs, dans l'organisation de l'interface, votre web designer doit pouvoir faire preuve de créativité, d'ingéniosité. Et c'est en cela qu'il faut choisir un très bon web designer pour donner un vrai visage numérique à votre entreprise, à votre structure. Même aujourd'hui, les sites web, aujourd'hui pour l'information, parce que vous savez aujourd'hui, ça va vite avec les sites web. Il y a beaucoup de sites web qui sont créés. Et lorsque vous êtes un site d'information, en continu peut-être, et qu'on vient sur votre site et l'interface n'est pas attrayante, franchement, ça donne un peu un goût d'inachevé. On préfère aller voir ailleurs. Et c'est aujourd'hui un environnement concurrentiel. Vraiment. Oui, le mot créativité revient encore une fois. Il faut qu'on soit vraiment créatif parce que si ce que vous faites n'accroche pas, ne nous plaît pas, on ne viendra absolument pas. On zappe. On bouge, on va chercher autre chose. Tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a aussi, on peut aussi parler de l'adaptation. C'est-à-dire que quand vous êtes web designer, Herman le soulignait, si par exemple vous voulez concevoir un site d'information, il faut que dans le design, dans l'interface que vous proposez, que ce soit dynamique en fait. C'est-à-dire que quand je viens par exemple et je vais sur le site, et c'est ce qu'on remarque avec la plupart des sites d'information, par exemple, je ne dois pas cliquer beaucoup de choses pour avoir l'information. C'est-à-dire que l'information doit venir, doit défiler. Vous voyez les sites aujourd'hui, quand vous y allez, une information vient, juste le temps de vous permettre de lire tout au moins le chapeau. Après, il y a une autre qui défile. Donc, c'est cela en fait. Donc, après aussi, il y a la hiérarchisation. Voilà, qui arrive, par exemple, politique, culture, sport, etc., etc. Tout ça, ça vient, c'est vraiment, ça dépend de votre goût, en fait. Parce que si vous mélangez tout, si le site donne du travail d'abord, lorsqu'on le visite, il faut se casser la tête avant d'avoir accès à ci ou à ça, à telle ou à telle autre fenêtre, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut rendre les sites, dans le design, il faut les rendre le plus simple possible et accessible, même à celui-là. Parce que c'est vrai, il y a quelque temps, on disait encore que celui-là qui ne connaît pas l'outil informatique est l'analphabète du 21e siècle. Il y en a toujours jusqu'à présent qui ne sont pas amis de l'ordinateur forcément. Donc, il faut permettre aux gens qui ont une connaissance moyenne ou pas grande de l'outil informatique, en quelques clics, d'avoir accès au site et surtout de ne pas se casser la tête pour avoir accès à telle ou telle information. Mettre les cookies à foison, franchement. Voilà, ça dérange. Ça dérange. Rebecca, merci. Tout le plaisir. Je sais déjà que tu as un jardin chez toi. Et tu adores plutôt jardiner aussi. Depuis la dernière fois qu'elle a testé le jardinage pour nous, jardinage. Elle est tombée amoureuse de la nature. Ouais, man ramène toujours ça. Et la carotte, tu n'as jamais essayé? J'aime beaucoup. Oui, bon, tu aimes, est-ce que consommer, oui, mais planter chez toi? Tu n'as pas de potager, tu as juste des fleurs chez toi à la maison. Et toi? On aime tous la carotte, c'est bon pour la peau et tout et tout, bon au goût, mais on essaye pas. Ça, c'est plus un aspect esthétique. Bon, esthétique. il faut des gens pour cultiver, d'autres pour acheter. Nous sommes acheteurs. Alors, la carotte est un des premiers légumes auxquels on pense lorsqu'on cultive un potager. Sa culture, cependant, demande quelques connaissances pour s'assurer une pleine réussite et de belles récoltes. On s'y penche ce midi. Nous sommes à la ferme et j'ai dans ma main droite une roue. Alors avec la roue,
je vais fabriquer une petite planche pour vous démontrer rapidement. On commence. Donc avec ma roue, je commence par faire monter, d'accord, la terre. Ici, nous sommes sur un sol sablonneux, donc un sol qui est vraiment adapté à la production des carottes. Donc je fais remonter un peu de la terre. Vous comprenez? Alors, je ne vais pas dans cette vidéo labourer toute une planche. C'est un tutoriel. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser. Alors, je suppose que ma planche a une longueur d'1,20 m et une largeur d'1 m. Vous comprenez? Donc ça, c'est ma planche. Ça, c'est ma planche à la maison. Je n'ai pas suffisamment d'espace. Ou sur ma ferme, je n'ai pas beaucoup d'espace. Je prends maintenant un râteau. Je vais racler la surface de ma planche. D'accord? J'enlève les obstacles physiques. Vous voyez? Par exemple, les pierres, les morceaux de briques, tout ça, il ne doit pas avoir ça dedans. Parce qu'on veut produire de la carotte, vous comprenez? Après cette étape, je commence par relever les bords de la planche. D'accord? Je relève les bordures de la planche pour entraver, d'accord, la circulation de l'eau hors de la planche. Parce que si vous ne relevez pas les bordures, si vous arrosez, l'eau va vraiment sortir de la planche et entraîner dans son mouvement les semences qui coûtent excessivement cher. Et ce n'est pas notre objectif. Donc, on doit sécuriser les graines et aussi permettre une irrigation vraiment de qualité. Ici, la matière organique peut être de la fiente de volaille décomposée, peut être les bousses de vache décomposées ou du compost. Donc, je vais maintenant appliquer cette matière organique là sur la surface de ma planche. Vous voyez, avec mon raccord d'arrosage, ça on appelle ça pomme d'arrosage. Pomme d'arrosage, je prends ça et je commence par arroser ma planche. Je vais correctement l'humidifier, d'accord? Je vais correctement humidifier ma planche avec mon raccord d'arrosage. Voilà. Lorsque je l'humidifie, j'attends à ce que l'eau que j'ai administrée à la planche puisse être infiltrée dans le sol. Il y a deux méthodes pour pouvoir faire la pépinière. Lorsqu'il n'y avait pas la technique de la roue ou bien des roulettes, on semait les carottes avec notre doigt. D'accord? Je prends mon doigt comme ça, je fais comme ça, j'enfonce, je fais comme ça, j'enfonce, je fais comme ça, j'enfonce, et je fais comme ça, j'enfonce. Et avec le temps, on a vu que c'est vraiment très pénible comme travail et très harassant. Donc, il y a eu l'invention de la roue et dans les pays les plus développés, en matière d'agriculture et de production de carottes, il y a maintenant des dispositifs automatiques pour percer et puis pour arroser, percer et semer directement. Lorsque je vais rouler ma roue sur la planche, ça va dessiner les trous là. Et c'est dans ces trous espacés de 10 cm, espacés de 10 cm. C'est une précision chirurgicale. Donc je prends ma roue comme ça, je vais rouler sur la planche. Donc les trous que j'ai fabriqués sur la planche, dans ces trous que je vais semer, je vais mettre les semences de carottes. J'ai aménagé mes poquets. Et c'est dans ces poquets-là que je vais déposer les semences de carottes. D'accord? Ici, il s'agit de l'une des meilleures variétés de carottes ici au Bénin. Vous comprenez? Voilà. Donc, je prends la semence de carotte, je vais la déposer délicatement dans le trou. C'est une graine par poquet. Une graine de carotte par poquet. Je prends, je dépose. Après avoir passé cette étape maintenant, je prendrai l'eau pour arroser ma planche. Je prendrai l'eau pour arroser ma planche. C'est un semi direct sur la carotte. C'est pas une pépinière. C'est un semi direct. Donc, donnez-moi le raccord. Je vais arroser. Voyez, je prends mon raccord comme ça et puis j'arrose légèrement. Voilà. La pépinière de la carotte fait entre 6 et 10 jours avant de germer. D'accord? Et généralement, la plante prend 3 mois pour arriver à maturité. Donc, il faut attendre 3 mois pour avoir les tubercules,
pour avoir ces carottes que nous consommons à la maison, que nous accompagnons dans les repas et tout. Donc c'est 3 mois de façon standard pour les pieds de carottes. Patienter durant 3 mois, hein, c'est pas petit. Hein. Ouais, mais il faut être passionné pour le faire. Si vous voulez vraiment manger de la carotte... Non, pas que manger, cultiver. Surtout, parce qu'on peut juste l'acheter dehors. La cultiver, d'accord, mais ça nous aide beaucoup, hein. Surtout ceux qui aiment le cassoulet, parce qu'on en coupe de petites. Parce que parce qu'on est en début d'année. Comme on est en début d'année, c'est le repas vedette. On peut se faire une idée de ce que vous avez consommé. Est-ce que vous avez consommé pendant les fêtes? Du cassoulet. Et donc voilà, 6 jours à 10 jours pour la germination et 3 mois pour récolter, pour avoir ce tubercule. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je pense que je vais m'y mettre. Non seulement tu as appris... N'oublie pas d'arroser, hein, Rebecca. Non seulement tu as appris, j'espère que maintenant tu vas moins tirer le prix, moins discuter le prix sur le marché parce que, quand vous voyez le travail qui se fait, elle met 3 et puis elle vous dit c'est 200 et vous dites que mais c'est trop cher. Mais là on vient se rendre compte qu'en fait il y a un gros travail qui se fait derrière. Donc à combien ces bonnes dames, justement, à combien cette dame là achète chez le jardinier? Mais quand tu vas à la source, ce n'est pas si cher la plupart. Mesdames, cessez de trop tirer. Mesdames, cessez de trop tirer. C'est normal. Mesdames, cessez de trop tirer. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme ça, c'est normal. On vous comprend aussi. Tout jardinier, moi j'ai toujours félicité tout jardinier parce qu'ils font un travail vraiment remarquable. Donc la plupart du temps, déjà il faut faire un repérage, trouver un terrain favorable. Parfois ça vous amène hors de la ville. Donc c'est pas simple. Donc c'est comme si chaque fois pour aller en griffe au travail, il faut aller carrément hors de la ville, dans des endroits où parfois il n'y a pas d'eau. Donc il faut savoir trouver un système pour pouvoir irriguer l'eau. Et justement, tout ça c'est de l'argent, tout ça c'est des efforts. Irriguer et pouvoir amener de l'eau sur ces terrains-là, arroser tout le temps. Franchement, c'est beaucoup de... Ce sont des passionnés qui le font. Forcément, il faut être passionné. Mais attention, il ne faut pas attendre que les fêtes pour manger des carottes. Non, il faut en prendre tout le temps. Dans tout repas, on peut mettre des carottes, même dans la pâte de maïs. Vous mettez ça dans la sauce, mettez ça dans la sauce. Peut-être dans la sauce, mettez ça dans la pâte. On consomme la carotte, on n'a pas besoin de faire un mélange. Donc 5 fruits et légumes par jour, faisons déjà l'effort. Donc prenons des carottes. Cultivons nos carottes à la maison. Si on finit par tout cultiver à la maison, c'est qu'on n'aura plus d'espace. Tu as déjà cultivé quoi? Moi, feuille de laurier. C'est pas en plus. Mais l'arbre, c'est pas en plus, surtout que parfois tu es locataire, tu n'es pas forcément chez toi. Donc dès que tu commences pas à envahir la cour, même les voisins vont te dire attends, la cour, c'est pas pour toi seul, c'est pour nous tous. Donc il faut faire le ménage un jour. Imaginez un peu, si chaque locataire doit planter une fleur dans sa maison, devant plutôt sa chambre, qu'est-ce que la maison va devenir quoi? J'en connais un qui a planté de l'aloès. Elle n'était pas à la maison quand ils sont venus couper. Ils ont coupé à la source en plus. Et en mode, c'est bon, on a compris. Alors, on parle mariage, on parle beauté, on parle extraordinaire, on parle waouh. Tu es intéressé, j'en suis sûre. Tout ce que tu aimes. Herman? Oui, Mylène. Dans pêle-mêle, on va faire le tour. On y va. Alors, on va à la découverte aujourd'hui des Insta Wedding. Alors, Rebecca, Mylène, Bruno, Axel, vous connaissez les Insta Wedding? Les Insta Wedding, non. Alors, on en a eu au Bénin, hein? Oui, on en a eu au Bénin. Et jusqu'à présent, on se rappelle des scènes, des images. Je préfère taire le nom. Des Insta Wedding, tu connais? Non. Alors, ce sont des couples devenus célèbres grâce à des vidéos de leur union postées sur les réseaux sociaux. Ces mariés, on va dire 2.0, organisent non pas 1, 2, mais 3, voire 4 cérémonies de mariage. Mais à quel prix? Regardez. Ils sont grands, fastueux, très glamour et surtout instagrammables. De nombreux couples nigérians choisissent d'organiser non pas un mariage, mais 3, comme Echina et sa femme Léa. Vous les reconnaissez peut-être, leur mariage a été regardé par plus d'1 million de personnes sur Internet. Just from a genuine
Honnêtement, j'ai toujours voulu avoir un grand mariage. Je fais tout en grand. C'est comme ça que je suis. Je suis très extravagante. Ils ont choisi d'organiser une cérémonie catholique et un grand mariage en blanc, ainsi qu'un mariage igbo nigérian traditionnel. Mais tout ça a un coût. Pour mariage traditionnel, on a dépassé le budget. Tu crois? On avait fixé un budget, je ne vais pas donner de chiffres, j'ai fait mes calculs dans ma tête et on a dépassé le budget. On a dépensé 2 fois plus que prévu. Et c'est à qui à la faute? Nous deux. C'est notre faute à tous les deux. Je ne citerai pas de nom, mais c'est surtout la faute d'une personne en particulier. Le mariage d'Echina et Léa avait été repris par les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ce qui les a motivés pour avoir un grand mariage. On a dépensé beaucoup d'argent pour les 3 mariages. Même le deuxième mariage, c'était une cérémonie catholique qui finalement s'est transformée en mini-mariage. C'est à ça qu'on voulait que notre mariage idéal ressemble. Nous n'avons pas organisé notre mariage pour être sur Bella Naija ou sur les réseaux sociaux. On voulait juste avoir un très beau mariage. Parce qu'au final, vous êtes sur Bella Naija pour un jour ou quelques heures et vous êtes remplacé par un autre mariage. On vous oublie. Certains pensent que les cérémonies somptueuses font oublier ce que devrait être le mariage. Yinka Emmanuel est maîtresse de cérémonie pour les mariages nigérians traditionnels Yoruba et ses services sont très demandés. Il y a 15 ans, lorsque j'ai débuté, les mariages traditionnels n'étaient pas comme ça. Oui, ils l'ont fait dans une salle, mais maintenant c'est une grosse affaire. Les gens dépensent beaucoup. Je dirais que c'est bien, mais d'une certaine manière, je pense que les gens devraient être un peu plus modérés. Et China et Léa pensent que les couples doivent faire très attention à ne pas aller trop loin. Notre mariage était fastueux et glam, mais il était aussi très très cher. Et si vous n'avez pas l'argent, ne vous endettez pas. On n'avait pas vraiment planifié d'avoir 3 mariages, mais ça s'est fait comme ça. C'était dur et on a dépensé beaucoup d'argent, mais si c'était à refaire, je le referais. La tendance des mariages Instagram est également très populaire au Nigeria. Ce village vit au rythme des cérémonies de mariage traditionnelles. Les couples viennent de partout, Royaume-Uni, États-Unis et même Australie. Une tendance qui fait les bonnes affaires des fournisseurs locaux comme cette maquilleuse. Oui, beaucoup de mariés viennent de l'étranger. Cette saison, je n'ai eu que 2 mariés qui étaient d'ici. Ce mois-ci, j'ai eu 12 mariés. Elles venaient toutes des États-Unis et du Royaume-Uni. Il fut un temps où les couples trouvaient leurs fournisseurs via des magazines et le bouche à oreille. Mais cette époque-là semble révolue et les réseaux sociaux sont désormais la norme. Vous savez, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés en termes de publicité. Instagram, Facebook, Twitter. Juste avec les réseaux sociaux, nous arrivons à faire de la pub. Des gens de différentes parties du monde peuvent voir ce que nous faisons, surtout avec Instagram. De la demande en mariage à la première danse, les réseaux sociaux ont infiltré chaque aspect du mariage. Une tendance qui ne semble pas prête de s'arrêter. Donc Rebecca rêve de ce type de mariage déjà? Je ne rêve pas forcément de ce type de mariage, mais je rêve quand même d'un mariage grandiose. Vraiment, parce que j'estime que c'est le plus beau jour de votre vie quand même. L'un des plus beaux jours. L'un des plus beaux jours, l'un des plus beaux jours de votre vie. Et surtout quand vous entamez une relation, ça ne termine pas forcément par un mariage. Donc quand vous arrivez à surmonter toutes les difficultés et que finalement vous acceptez mutuellement et que vous acceptez aussi de vous dire oui devant le maire, devant Dieu, devant les hommes. Quand même, il faut marquer cela. Ouais, il faut, je pense faut que ce soit grand. Je pense qu'il n'y a pas un budget pour ça. Ah oui? Si vous en avez les moyens, si vous en avez les moyens, faites-le. Dépenser. Enfin, la problématique qui est sur le tapis, en tout cas dans le cas d'espèce, ce sont ces personnes qui se marient à un montant exorbitant, puis qui font un budget exorbitant juste pour le buzz sur les réseaux sociaux. On l'a vu dans l'élément,
un mariage a fait le million de vues sur YouTube. Et aujourd'hui, lorsque vous essayez de voir un peu comment ça se passe, les couples jeunes aujourd'hui qui se marient, même ici chez nous, la tendance aujourd'hui, c'est qu'on essaie un tout petit peu de copier ce qui se passe, qu'on voit sur les réseaux sociaux. On essaie de donner de la couleur, on essaie de voir des mariés qui dansent, qui font de la chorégraphie, tout ça. C'est bien beau. Mais c'est que ce que moi je déplore, c'est s'endetter à la limite ou, on va dire, siphonner ses revenus à la limite. C'est un investissement. Siphonner ses revenus à la limite juste pour satisfaire une communauté virtuelle ou juste pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Pour moi, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Mais Bruno, il y en a qui ne vivent que pour ça, qui ne vivent que pour le buzz. Ils ont fait un choix et puis ils l'assument, hein, Bruno. À quoi ça sert de vivre sur du buzz? Je ne sais pas qu'est-ce que vous y gagnez en fait. Le mariage, c'est la cérémonie en elle-même. J'ai envie de dire, c'est rien en fait. C'est rien. Si vous dites que vous aimez, vous voulez vraiment vivre ensemble, la vraie épreuve, c'est pas la cérémonie. La cérémonie, c'est un expérimenté qui parle. Après, il y a la vraie vie en fait. Donc ça ne sert à rien de venir faire un truc pour le match vu alors que derrière, vous êtes dans le trou financièrement, vous êtes au niveau de votre banque, vous êtes dans le rouge. La banque vous recherche d'ailleurs, etc., etc. Non, c'est sérieux. Si vous êtes un prince, voilà, on a vu tous le mariage du prince Harry, ça se comprend. Il a les moyens, sa famille vient d'une famille vraiment... Une famille noble. Noble, donc il faut faire les choses avec noblesse, ça se comprend. Mais quand vous êtes sous nos tropiques ici et que vous êtes à peine à 200 000 francs le mois, vous avez à peine une moto qui tient et que le jour du mariage, par exemple, vous vous permettez juste pour faire du buzz, d'aller louer une Range Rover pour faire venir madame, etc. Alors que, bon, elle ne sait pas en quelle année elle pourra monter dans une autre Range Rover encore. Et que vous faites tout pour pouvoir impressionner les gens. Parce qu'à un moment donné, vous voyez des gens qui se marient dans une allure de concurrence. C'est-à-dire que j'ai un ami qui s'est marié ou j'ai un collègue qui s'est marié, il faut que mon mariage vienne lui damer le pied. Ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence. Et après, on se met des charges au coût, on se met des dépenses au coût qui dépassent de loin votre capacité financière. Et après, là où la femme vous attend en fait, et c'est là où les hommes oublient. C'est vrai, vous allez tout dépenser, elle sera tellement heureuse, vous allez lui offrir, je ne sais pas, une lune de miel quelque part à Abidjan ou je ne sais pas en Afrique du Sud. C'est bien beau, mais après, là où la femme vous attend en fait, c'est au niveau de la popote. Votre capacité à la satisfaire au quotidien, à pouvoir à ses besoins, aux besoins de ses enfants, de sa famille peut-être parfois même, etc. Et là, si vous échouez là, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas l'album photo, on regarde. on ne regarde pas, à ce moment, on ne regarde pas l'album photo pour dire, ah, mais il a fait un grand mariage. Et c'est en ce moment, parfois, vous retrouvez des hommes qui essaient maintenant de rappeler à madame que, mais souviens-toi, je t'ai offert un mariage pompeux, tout ça. C'est déjà oublié, ça a duré 24 heures. Et on est maintenant dans la réalité de la vie. Donc, il faut faire les choses à la hauteur de ses moyens. Si vous avez les moyens de donner du sandwich aux invités au mariage, il n'y a pas de honte à ça. Si vous avez aussi un moyen de leur offrir des plats de 15 000 francs chacun, faites-le. Mais je dis, n'oubliez pas, vous vous mariez un jour, mais vous avez 30 ans de vie, vous avez peut-être 40 ans de vie, voire plus. Et c'est le quotidien qui compte. À la hauteur de ses moyens, oui, mais l'important, c'est d'être heureux. Si après ce mariage, je suis heureux, ou si le premier jour, là, je suis heureuse, si durant toute notre vie, on vit dans la galère, mais on est heureux, qu'est-ce que vous voulez? Une question, on se marie pour qui? Pour nous-mêmes ou pour Instagram? Non, on se marie pour nous-mêmes d'abord, mais après tout, tu vis dans une communauté. N'est-ce pas? Il faut partager ton bonheur avec Mais Armand, tu l'as dit, il y a des influenceurs, des influenceuses qui naissent ainsi. C'est pour le nombre de vues, pour être connu. Maintenant, pour être connu, s'il faut s'endetter, pourquoi pas? Franchement, cette réflexion pour moi, elle est un peu tirée par les cheveux. Et je crois peut-être on va trouver le canal pour revenir dessus, peut-être prochainement, faire le débat, poser vraiment le diagnostic. Hassan? C'est beau tout ça, mais quelle sera la finalité? Si après vous divorcez, à quoi ça sert? De toutes les manières, même si ce n'était pas aussi
grand, si vous voulez divorcer, Ouais, vous on allez divorce. divorcer. Donc, c'est le bonheur. Moi, je dis c'est le bonheur qui compte. Alors, Herman, de la gloire à la déchéance, le footballeur nigérien Wilson Oruma continue de traverser une mauvaise passée. Oui, tu fais bien de dire continue parce que ce n'est pas une actualité nouvelle, il faudra le rappeler. Mais pourquoi cela a ressurgi? C'est parce que justement le 30 décembre dernier, Wilson Oruma a fêté ses 44 ans et certaines personnes ont jugé utile de revenir sur cette actualité. Alors, c'est un ancien joueur du FC Sochaux Montbéliard ou encore de l'Olympique de Marseille. Wilson Oruma, il traverse une très très mauvaise passe de retour au Nigeria après sa carrière professionnelle. Eh bien, le milieu de terrain s'est lancé dans des affaires économiques en 2012. Une prétendue entreprise pétrolière l'a sollicité afin d'y investir une somme colossale bercée par les champs financiers. Wilson Oruma a accepté et a offert l'intégralité de sa fortune à cette société factice, un montant total de 2,8 millions d'euros qu'il ne reverra jamais. Une escroquerie monumentale qui lui a fait perdre ses revenus mais également sa santé mentale. En dépression depuis cet épisode, eh bien, le Nigérian a multiplié les voies de fait entre moments de solitude extrême et disputes de famille allant jusqu'à saccager un supermarché à Lagos. Malgré les rechutes et le déséquilibre, eh bien, le footballeur semble remonter à la surface doucement mais sûrement. Un poste d'administrateur lui a été offert au sein de la Fédération nigériane de football afin de pallier ses difficultés pécuniaires. Enfin, et surtout plus important, la maladie s'estompe peu à peu pour celui qui reprend une vie relativement normale. L'après-carrière Mylène est très difficile pour de nombreux joueurs de football, cible de la cupidité humaine. Seule la réflexion et la gestion doivent rester maîtresses d'une vie souvent faite de faste et de luxe. Bruno? C'est pénible d'entendre ça, je n'avais pas l'information, merci à Herman. Mais c'est difficile parce que c'est un joueur qui a connu énormément de succès dans sa vie. Déjà, lorsqu'il était dans les catégories, déjà à moins de 17 ans, avec les moins de 17 ans du Nigeria, il devient champion du monde en 93. Une compétition, il termine meilleur buteur. Donc, c'est dit que très tôt déjà, il avait commencé par déjà avoir un avenir prometteur et il l'a eu. Après, Herman l'a rappelé, il va évoluer au FC Sochaux, il va évoluer au FC Sevret en Suisse, il va également évoluer avec le Racing Club de Lens qui a été un des pics de sa carrière. Il devient champion du monde, champion de France pardon, en 98, c'est pas rien, donc c'est énormément d'argent gagné pour un footballeur, on sait ce que ça représente. Et qu'il investisse tout dans un faux business, dans une illusion et se rendre compte à la dernière minute que c'était en fait clairement donc une arnaque. On va espérer qu'il se retrouve très vite. C'est tout à fait normal que en fait vous perdez quelque chose dans la tête et que vous ne soyez plus normal. Ça arrive comme ça aux footballeurs qui perdent parfois tout ou presque tout, parfois dans des conflits conjugaux d'ailleurs. On en a connu avec Emmanuel Eboué. Donc, ou dans des arnaques comme ça, c'est difficile. Donc, quand on est joueur aussi, on a besoin de conseils, c'est très important. Merci. Tout le plaisir était pour moi et dire aux athlètes surtout qui gagnent des millions, en tout cas des athlètes professionnels qui gagnent des millions et des millions, oui, c'est beaucoup d'argent, mais il faut une vraie orthodoxie financière pour ne pas se retrouver dans la galère à la fin de sa carrière. Il faut penser au lendemain. Surtout. Il faut penser au lendemain et surtout savoir faire les investissements, c'est important. Au besoin, s'attacher les services d'une structure formelle qui gère votre fortune. Alors Bruno, ce midi dans la Minute du Consommateur, tu nous fais découvrir une plateforme. Oui, une plateforme qui va vous permettre, depuis votre salon, depuis votre maison, de prendre rendez-vous pour aller faire votre test Covid quand vous devez donc voyager hors du territoire. Ou quand vous voulez revenir. Voilà, quand vous êtes de retour aussi. On y va dans la Minute du Consommateur. Le monde et le Bénin subissent depuis décembre 2019 une crise sanitaire sans précédent liée à l'épidémie du coronavirus. Ce mal a bouleversé nos habitudes, nos pratiques et nous a imposé des mesures à respecter afin de limiter sa propagation. Le gouvernement du Bénin a mis en place depuis 2020 pour faire face à la crise une plateforme pour se faire recenser et payer les frais du test Covid. Deux options s'offrent, les voyageurs au départ et les voyageurs à l'arrivée. Deux modes de traitement, la procédure normale qui coûte 50 000 francs et la procédure VIP dont le coût s'élève à 75 000 francs. Ces frais sont payables par carte bancaire
ou par mobile money. Cette plateforme vous permet de vous faire recenser en insérant les informations sur votre identité, votre destination ou votre pays de provenance, votre passeport, ainsi que toute autre information utile sur le voyage. Ensuite, vous choisissez votre mode pour le test Covid, normal ou VIP, et procédez au paiement. À la fin du processus, il vous est délivré un numéro à présenter dans le centre de traitement afin d'obtenir votre résultat. Le test se fait 72 heures avant le départ ou juste de retour de voyage. Il y a une plateforme qui vous permet de vous inscrire en ligne pour pouvoir aller faire votre test Covid en toute tranquillité, parce que désormais, pour quitter le territoire national ou pour entrer sur le territoire national, il vous faut forcément ce test-là pour s'assurer de votre état sanitaire. Maintenant, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas une plateforme uniquement pour les Béninois. Donc vous êtes Libanais, vous êtes Centrafricain, Sud-Africain, Congolais, vous résidez sur le territoire national et que vous voulez quitter le Bénin, vous pouvez aussi passer par cette plateforme pour pouvoir vous faire recenser. Parce que c'est une plateforme qui a, je dirais, en fait, deux étapes dans l'inscription. Il y a l'étape de vos informations personnelles, nom, prénom, tout ce qui relève de votre identité. Après, il y a aussi l'étape maintenant des informations sur votre vol, parce qu'il faut que les agents s'assurent de ce que votre vol, effectivement, entre votre vol et le jour où vous allez faire le test Covid, il y a véritablement 72 heures. Donc, c'est cela. Donc, les informations de votre vol, le vol que vous voulez prendre, à quel jour votre vol décolle, à quelle heure vous allez prendre départ, etc., etc. Donc, c'est 50 000 francs pour voilà, le test normal. Si vous voulez VIP, voilà. Le test normal, c'est à 50 000 ou le test VIP est à 50 000? Non, le test VIP est à 75 000 francs. Ah oui. 75 et 50 000 francs pour le normal. 50 000 voilà. VIP, en fait, quelle est la différence? VIP, vous le faites ce soir, déjà demain matin, vous l'avez en fait. Voilà. Donc, c'est la rapidité. Oui. Dans Et puis aussi, quand vous allez là-bas, au niveau des rangs, vous-même, vous allez comprendre. Quand tu es VIP, tu passes plus vite. C'est comme un restaurant. Quand vous allez, il y a la salle VIP. Bon, elle est toujours presque vide. Et maintenant, il y a la salle pour tout le monde qui est toujours remplie. Donc, comme on le dit toujours, dans la vie, il y a les uns, il y a les autres, et il y a les etc. Mais on dit que c'est une belle initiative parce qu'à la fin, vous avez un numéro que vous obtenez après inscription, donc le site vous fournit pour que vous puissiez présenter. Et là, on sait que donc voilà quelqu'un qui est passé. Parce que eux, quand ils insèrent le code, ils savent que donc vous êtes inscrit tel jour, etc. Et vous faites votre test Covid tranquillement. C'est quand même donc, très pratique. Votre prochain vol pour la France, vous pourrez... Je vais prendre par là. Ouais, je sais que... VIP en plus. En plus, voilà, donc c'est tant mieux. Alors merci à vous. Tout plaisir était pour nous. Assel, Rebecca. Merci Mylène. Bruno, merci. Merci. Et merci à toute l'équipe technique. Merci à vous pour l'attention. Heureuse d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Ciao, ciao.